Bonjour. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Emmanuel Pascal, je suis consultant mais aussi formateur au pôle Léonard de Vinci en audit et en lutte contre la fraude à Dauphine. Je suis également membre du Committee of Research and Education Advisor de l'IA, le CREA, que vous connaissez peut-être si vous aimez bien lire Risk in Focus et on vous fournit régulièrement avec l'IA Foundation des informations sur les nouveaux sujets qui intéressent les auditeurs internes, les contrôleurs internes, les risk managers, mais aussi les compliance officers. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans ce LinkedIn Live exceptionnel en partenariat avec l'IFACI et le Cercle de la Compliance sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Un risque émergent dont nous allons parler. Nous avons évoqué les principes et les enjeux. Avant de vous présenter nos deux intervenantes, je vous rappelle que cette présentation sera en deux parties. Il y aura une deuxième partie à la rentrée pour les adhérents de l'IFACI et du Cercle de Compliance. Et on en reparlera à la fin de cette présentation. Pour mieux comprendre les enjeux et les principes de la LCBFT, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Sabec. Vous êtes responsable compliance BNP Paribas Arval et vice-présidente du Cercle de la Compliance. Vous êtes aussi intervenante pour des formations. Et maître Solène Clément, vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes créatrice de l'Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'IFACI et le Cercle de la Compliance. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer et à travailler avec vous sur cette présentation. J'ai appris beaucoup et j'espère que notre public va en faire de même. Alors, dans un premier temps, nous allons évoquer le contexte, puis nous parlerons de... Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Petit problème technique. On va... expliquer ce que c'est que la LCBFT après avoir défini le contexte, et ensuite nous parlerons de ce qui est concerné par la LCBFT et nous parlerons des exigences en dernier pour les non assujettis. Alors, pour parler du contexte, je vais vous passer la parole, Nathalie. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le contexte aujourd'hui de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, effectivement, le contexte aujourd'hui, il est plutôt à montrer une première chose qui est la progression importante du blanchiment dans le monde, à la fois du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Alors, c'est dû notamment à une criminalité financière de plus en plus présente, de plus en plus transnationale, une sorte de globalisation de la criminalité. Il y a également une utilisation de plus en plus importante des nouvelles technologies comme les crypto-monnaies, une utilisation à travers des juridictions un peu opaques également, et puis des raisons un peu, je dirais, géopolitiques. Si je prends l'exemple de la guerre en Ukraine, nous avons eu une intensification des sanctions financières internationales. On a également une cybercriminalité qui prend beaucoup d'ampleur. Et une montée également du terrorisme, des attaques terroristes. Et puis, en parallèle, on a une lutte renforcée, une lutte affirmée par les acteurs. Alors, au niveau international, nous avons le GAFI, dont on parlera probablement dans les slides après. Le GAFI qui est le groupe d'action financière et qui est l'acteur principal, ou en tout cas celui qui a régulé en premier et qui nous a donné des recommandations en la matière, qui fait de plus en plus d'évaluations pays, et donc qui donne des recommandations à ces pays qui ne sont pas conformes ou non coopératifs. On a également au niveau international Interpol, qui récemment a pris une nouvelle notice couleur argent cette fois-ci, pour propager un peu l'information, tracer tout ce qui est, en fait, tous les fonds qui proviennent de crimes, et donc tracer tout ce qui est blanchiment. Donc ça, c'est nouveau. Au niveau régional, vous avez l'Europe, la Commission européenne, l'Union européenne a adopté
3 textes majeurs l'année dernière qui concernent, c'est le 6e paquet qui concerne la LCBFT, LCBFT pour dire lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, entre parenthèses. Le 6e paquet a également mis en place une nouvelle autorité européenne qui s'appelle l'AMLA, donc Anti-Money Laundering Authority, et qui va en quelque sorte superviser en direct certaines banques. Donc ça, c'est nouveau. Au niveau national, vous avez une loi américaine très importante en réalité et qui peut-être on n'en a pas beaucoup parlé. C'est aussi l'AMLA, le même sigle, mais pour dire Anti-Money Laundering Act, qui a modifié la loi de l'époque, qui était assez ancienne, plusieurs régulations d'ailleurs américaines à l'époque, et qui a été adoptée en 2021 pour renforcer aussi le dispositif. Alors en France, bien sûr, l'ACPR, qui est notre régulateur, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, renforce et continue les examens sur site, les contrôles et également les condamnations lorsque cela n'est pas conforme. Vous avez également la DGCCRF. Alors, je ne vais pas citer tous les acteurs, mais en tout cas, tous ces acteurs sont très présents aujourd'hui pour lutter, pour renforcer cette lutte. Je donnerai juste un chiffre en matière de blanchiment qui est donné chaque année par le FMI. Le montant du blanchiment dans le monde, c'est 2 à 5% du PIB mondial. Donc, ce qui fait vraiment, c'est quelque chose de très important. Et pour le terrorisme, l'année dernière, on a recensé donc une augmentation du nombre de victimes du terrorisme, 22% par rapport aux autres années. Donc, c'est quand même un contexte mondial, je dirais, assez tendu sur ce sujet. Alors, merci beaucoup, Nathalie. En fait, vous avez donné beaucoup d'informations et on va les développer un petit peu dans les points d'après. Moi, j'aurais rajouté un point qui était assez d'actualité, que j'ai trouvé intéressant, qui est très local. Vous avez fait international, régional, local. Et récemment, un ministre du gouvernement a proposé de supprimer l'argent liquide. Alors, on pourra en rediscuter dans l'heure pour savoir si c'est la bonne solution, enfin, si ça mettrait fin au blanchiment. Effectivement, un contexte assez riche et on a aujourd'hui besoin de savoir justement si, avec des risques qui vont augmenter, on a besoin de savoir si on est concerné et de quoi on parle. Donc, dans un premier temps, on va parler maintenant de de quoi parle-t-on exactement quand on parle de blanchiment. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ces termes. Moi, je pense à Pablo Escobar qui est en train d'enterrer son argent liquide dans des champs. On en trouve régulièrement parce qu'il peut rien en faire. Et je pense aussi à la série Ozark qui est très intéressante parce que justement le héros est quelqu'un qui fait du blanchiment. Et donc, effectivement, tout le monde a l'impression de connaître le blanchiment, peut-être, par ces biais-là. On en a entendu parler, mais il ne sait pas forcément exactement ce que c'est en termes de réglementation. Il y avait un autre point aussi que j'avais noté dans ce que vous avez dit, c'est qu'on a parlé de blanchiment et de financement du terrorisme. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce couple, on a cette association? Vous aurez l'occasion d'y revenir. Et puis, il y avait les acteurs. Vous en avez cité quelques-uns et je pense qu'on va pouvoir y revenir. Alors, Solène et Nathalie, je vais vous laisser la parole pour nous parler un petit peu donc des définitions, ce qu'on doit savoir en fait de la LCBFT. Merci beaucoup Emmanuel, bonjour à tous. Merci Nathalie pour cette introduction contextuelle extrêmement riche et très précise et très pertinente. Beaucoup de choses, mais en effet la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la lutte, qu'est-ce que la LCBFT, qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et Emmanuel, je me permets de rebondir du coup tout de suite sur votre question. Pourquoi déjà cette association lutte contre le blanchiment de capitaux et lutte contre le financement du terrorisme?
Eh bien, c'est parce qu'en fait, initialement, Nathalie en a parlé, c'est le GAFI, le groupe d'action financière, qui est le laboratoire, l'organe international qui a été créé en marge d'un sommet du G7 en 1989, sous impulsion américaine et française. Elle avait initialement un mandat de 5 ans pour lutter contre le blanchiment d'argent, puisque à l'époque, l'objectif principal était celui de lutter contre le trafic de stupéfiants. Donc, pour lutter contre le trafic de stupéfiants, les différents législateurs se sont dit qu'il fallait également lutter finalement contre la jouissance des fruits de ces trafics par les trafiquants. Et donc, il fallait les empêcher et les frapper au porte-monnaie. Il fallait aussi empêcher qu'il y ait un amas de flux illicites qui s'engouffre de manière trop massive, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques et de stabilité des régimes économiques mondiaux. Et donc, initialement, on le voit, c'est l'objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Le GAFI se met en route, il commence à produire des normes, donc ce sont des recommandations qui s'imposent aux États qui l'ont accepté. Et puis finalement, on le comprend, pendant une décennie, le GAFI se pose la question de savoir s'il serait opportun d'élargir son mandat à la lutte contre le financement du terrorisme. Il y a des réflexions intéressantes et quand on prend le rapport annuel du GAFI, rapport annuel 1999-2000, la question, elle est posée, elle est très claire. Le financement du terrorisme peut emprunter les mêmes canaux que celui du blanchiment d'argent. C'est pour ça que se pose la question de la pertinence de dire finalement toutes les mesures préventives qui sont mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment d'argent n'auraient-elles pas par extension également un effet s'agissant du financement du terrorisme. Les États n'arrivent pas à se mettre d'accord en 2000, et puis ensuite survient le 11 septembre 2001, et là, le paradigme change, et un mois plus tard, le GAFI se réunissait en session extraordinaire, et les États votaient l'extension de son mandat à la lutte contre le financement du terrorisme. C'est comme ça que la LCB est devenue LCB-FT, parce qu'il y a eu un consensus en ce sens. Et donc, initialement, le GAFI a développé des recommandations spéciales pour la lutte contre le financement du terrorisme. Et puis, au fur et à mesure du travail sur ces recommandations, elles ont été fondues dans un seul corpus que sont les 40 recommandations. Et si on devait même être ultra précis, on pourrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de regarder ensemble la réglementation de LCB-FT-FP, parce que la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive est également arrivée dans le mandat du GAFI. Donc bon, par commodité, parce que là, ça commence à faire quand même un acronyme extrêmement long, on s'en arrête de manière collective à LCB-FT, mais sachez que tout ce que nous allons voir sur ce que recouvre la réglementation de lutte contre le blanchiment, en fait, on parle également de lutte contre le financement du terrorisme et également de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Voilà pour une première réponse à votre question. L'autre élément, vous avez mentionné Ozark, vous avez mentionné Pablo Escobar. Effectivement, repartons du cœur de cette réglementation et de son objectif. C'est son nom, c'est celle de lutter contre certaines infractions pénales. L'infraction de blanchiment, l'infraction de financement du terrorisme. Et puis, on le verra, vous le verrez peut-être dans le webinaire expert de septembre, la notion des infractions sous-jacentes, je ne l'aborde pas ici maintenant. L'infraction de blanchiment de capitaux, qu'est-ce que c'est? C'est une infraction qui est caractérisée dès qu'on a une justification mensongère de l'origine des fonds ou que l'on participe à l'une des 3 étapes d'une opération de blanchiment. Le blanchiment d'argent, ça se structure toujours en 3 étapes. La première étape, il va y avoir le fait d'intégrer
par une petite porte, et notamment dans Ozark, par exemple, ils rachètent un restaurant en difficulté financière. C'est le premier élément par lequel notre anti-héros place son argent sale dans le secteur économique légitime. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est la lessiveuse. C'est par quel procédé juridique je vais réussir à faire passer cet argent sale pour argent propre. Et la troisième étape, c'est la réintégration dans le système économique légal. Et donc, le fait de participer à l'une des trois étapes, c'est le deuxième élément de l'infraction de blanchiment d'argent. S'agissant du financement du terrorisme, c'est le fait, l'infraction pénale de financement du terrorisme, c'est le fait de fournir des biens, des fonds, des valeurs ou de donner des conseils à cette fin en sachant ou en souhaitant que ces fonds soient utilisés par une personne qui souhaite commettre un attentat terroriste. Donc, on a une infraction qui est extrêmement large qui, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, est mobilisée sur les familles de personnes qui sont parties faire le djihad et qui ont envoyé quelques euros, des fois quelques milliers d'euros, parce que l'enfant a sollicité les parents pour survivre. Donc, c'est de ça dont on parle en termes d'infraction pénale. Et donc, effectivement, là, on a sur la slide le placement, l'empilage et l'intégration que sont les trois étapes du blanchiment d'argent. Mais c'est aussi pour ça que le GAFI, en partant du principe que ce sont des infractions complexes pour lesquelles il est peu aisé pour les équipes d'investigation police-justice de venir les détecter. Nathalie l'a rappelé, on est sur des volumes conséquents, massifs, et c'est pour cela que il a été jugé opportun d'associer le secteur privé à la détection d'opérations potentiellement illicites. Et c'est comme ça que s'est développé maintenant depuis un peu plus de 35 ans la réglementation de prévention de lutte contre le blanchiment d'argent et puis par la suite de lutte contre le financement du terrorisme. Et donc initialement, c'était une réglementation principalement pensée pour les banques, puisqu'elles étaient les premières en première ligne. Et puis, il y a eu assez rapidement un élargissement des secteurs professionnels assujettis à cette réglementation. Et donc, on a traditionnellement une césure, enfin, en tout cas, on parle à la fois du secteur financier et du secteur non financier. Et ces deux secteurs sont assujettis à la lutte anti-blanchiment. Alors, étant précisé que s'agissant du secteur non financier, c'est donc une liste limitative, mais assez grande maintenant, de secteurs qui sont concernés. Alors, peut-être qu'à ce stade, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet sur ce que recouvrent les obligations de lutte anti-blanchiment. Aujourd'hui, donc, le GAFI qui émet ces normes internationales qui ensuite sont reprises par l'Union européenne, qui a été reprise par des directives et puis notamment le paquet européen qui a été mentionné par Nathalie en introduction, mais également tout cela se retrouve bien évidemment dans notre droit national. Initialement pour les directives, pour les transposer. Les deux grandes obligations de la réglementation de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme qui s'imposent aux entités assujetties, c'est une obligation de vigilance et une obligation de déclaration de soupçons. Il faut bien voir que cette réglementation de prévention, elle a pour but de venir nourrir, elle organise que le secteur privé viennent nourrir de renseignements financiers et d'informations le secteur public, c'est-à-dire le répressif. Aujourd'hui, le dispositif national français, européen et en réalité globalement mondial, il est composé d'un volet préventif, le secteur privé, et d'un volet répressif, équipe police-justice. Et au milieu, la cellule de renseignement financier, en France, il s'agit de Tracfin,
qui est chargé par un rôle pivotal de transmettre les informations reçues du secteur privé qui semblent indiquer la commission d'une infraction de blanchiment, de financement du terrorisme. Eh bien, c'est Tracfin qui va enrichir cette information et ensuite la disséminer auprès du parquet, du juge d'instruction déjà saisi, peu importe. Et c'est ainsi que le dispositif français de lutte anti-blanchiment est constitué. Donc, le préventif qui vient nourrir le répressif. Et donc, c'est pour ça que nous avons donc deux obligations qui s'imposent aux entités assujetties, la vigilance et la déclaration de soupçon. Alors, s'agissant de l'obligation de vigilance, la grande idée, la philosophie derrière cette obligation de vigilance, c'est de se dire que dans chaque secteur, c'est le professionnel concerné qui est le plus à même de détecter ce qui pourrait être une opération atypique en fonction de sa propre pratique professionnelle. Et c'est pour ça qu'on lui demande de mettre en œuvre sa vigilance en lui imposant des grands objectifs. Alors, cette vigilance, le législateur, il l'a décrite de manière très opérationnelle, très organisationnelle. Et donc, on a différentes étapes dans la relation avec la clientèle, durant laquelle l'obligation de vigilance va s'imposer aux entités assujetties. Première étape, ça va être l'entrée en relation avec un client. Il est imposé aux différents acteurs du secteur privé assujettis de recueillir dès le début de l'information sur l'identité de son client. On demande aux opérateurs économiques de savoir finalement avec qui ils travaillent par le recueil d'informations d'identité. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, si jamais il y a une opération atypique qui surgit dans cette relation d'affaires, qu'est-ce qu'on va dire à Tracfin si on ne sait pas avec qui on a fait affaire? Tracfin ne peut rien faire de cette information. Donc, c'est vraiment c'est la base. C'est la première information. Nom, prénom, date de naissance, numéro de document d'identité et compagnie. C'est comme ça qu'on peut derrière mener des enquêtes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'obligation de vigilance impose aux entités assujetties de venir récolter un nombre des informations sur leurs clients, des informations sur qui ils sont, leur profession, leur statut marital, pourquoi ils souhaitent avoir recours à tel partenaire professionnel, dans quel but. Et en fait, toutes ces informations-là, elles viennent constituer un stock d'informations qui, par la suite, permettront de monitorer les différentes transactions, les différentes opérations qui seront effectuées par le client et de les confronter. C'est grâce aux informations sourcées dès le début et tout au long de la relation d'affaires qu'un professionnel sera en mesure de se dire « Ah bah, j'ai une personne avec tel profil qui m'avait indiqué telle chose et puis je vois finalement qu'on a un comportement aux antipodes. Je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je me renseigne auprès de mon client, je fais des recherches en source ouverte et c'est à partir de là que je vais pouvoir avoir la conviction. En tout cas, je vais pouvoir mener une analyse de cohérence. Il faut bien comprendre que cette obligation de vigilance, elle a pour but d'amener les professionnels à s'interroger, à formaliser et à tracer toutes les réflexions qui sont faites sur leurs clients pour pouvoir, le cas échéant, se dire que oui, là, je suis dans un cas où j'ai quelque chose qui m'apparaît incohérent de manière factuelle et je peux donner cette information factuelle, objective, raisonnée, réfléchie à Tracfin. Qui, Tracfin, reprendra la main et viendra enrichir cette première analyse. J'ai une petite question qui m'est venue en vous écoutant, Solène, c'est est-ce qu'il y a des formations, en fait, les gens sont formés justement, parce que ça paraît quand même assez exigeant ce qu'on demande au privé. Est-ce qu'il y a des formations?
Alors, j'ai envie de vous répondre, il y a déjà une obligation de formation. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il faut que le privé s'organise pour former c'est le cas. employés. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi, alors là, je parle aux auditeurs, aux contrôleurs internes qui peuvent déjà vérifier que les gens ont été formés parce que c'est quand même assez exigeant. Et puis, il y a quand même des petites limites. Moi, je suis DPO certifié, donc je connais un peu le RGPD. Et je me dis que c'est pour ça que la CNIL s'intéresse, parce que vous avez quand même une grosse masse d'informations, de données personnelles, quand même, qui transitent dans le système. Alors, juste pour répondre peut-être oui. Sur la partie formation pour les assujettis, c'est-à-dire les personnes qui ont cette obligation de mettre en place la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il faut savoir que nous sommes formés chaque année à toutes les formations que vous pouvez imaginer et plus encore, j'ai envie de dire. Et c'est un volet majeur, en fait, dans le cadre du dispositif, finalement. Oui. Ce que disait Solène, c'est vraiment, je dirais, le premier volet nécessaire et indispensable avant même de rentrer d'ailleurs dans cette filière conformité, presque. Mais tous les collaborateurs, sans exception, ont des formations. Qui peuvent aller des formations très, très développées, très, très expertes, jusqu'à des formations un peu plus, on va dire, un peu plus light, un peu plus globales, pour la sensibilisation de tout le monde, de ceux qui sont devant le client, qui sont dans le commerce, ou de ceux qui n'ont aucune relation qui ne travaillent pas dans les processus de conformité. Donc vraiment, tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors effectivement, moi je parlais de systèmes qui sont, on va parler tout à l'heure d'environnements qui sont moins enclins à suivre le LCB, enfin la loi, et justement, effectivement, ça va être une des difficultés, parce qu'il y a moins ils sont moins rodés justement à ces systèmes de formation, et donc ça sera effectivement une des difficultés de former pour des cas occasionnels, parce qu'effectivement, il y a des environnements où il y a beaucoup de cas qui peuvent apparaître, mais il y en a où il y a des cas qui seraient plus occasionnels. Donc, effectivement, il faut aussi arriver à former dans ces environnements. On en parlera après. On a parlé un petit peu des acteurs tout à l'heure. Est-ce que, Solène, vous voulez rajouter quelque chose? On a parlé d'acteurs. Alors, moi, ce qui m'avait intéressé aussi, c'est qu'il y a des acteurs qui sont français, il y a des locaux, régionaux, internationaux. On a parlé du GAFI, des Nations Unies. Donc, effectivement, on n'est pas dans un environnement national, en fait. On est vraiment dans un environnement international. Oui, c'est vraiment ça. Et finalement, c'est vraiment l'ADN de cette réglementation, puisqu'elle elle est née d'une impulsion internationale et elle l'a toujours gardée. Donc, effectivement, on a 3 échelons qui interagissent, qui communiquent ensemble, que ce soit l'échelon GAFI, l'échelon pour nous, on va dire européen, donc sous-régional, et puis ensuite les échelons locaux. Tout cela, effectivement, est également en lien avec les Nations Unies, puisque notamment, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais sur toute la notion des sanctions financières ciblées, on a des régimes qui sont très intégrés à la réglementation de LCBFT. Et puis, ce qu'on a là, donc le Trésor en France, c'est vraiment la partie de l'administration qui tient la plume, qui d'ailleurs a rédigé les ordonnances de transposition des directives. Ça n'a pas forcément pris la modalité législative, ça a été vraiment une modalité du Trésor. Et puis, on a bien évidemment la CPR, la DGCCRF, qui sont des exemples d'autorités de supervision. Mais il faut bien voir qu'en matière de lutte anti-blanchiment, on a une réglementation unique pour tout le monde, les articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier, mais un contrôle et une sanction absolument éclatés
éclaté en plusieurs autorités de supervision. Donc on a la DGCCRF qui est chargée d'investiguer la mise en œuvre des obligations de lutte anti-blanchiment sur le luxe, sur les sociétés de domiciliation, sur les agents immobiliers. Il va y avoir les douanes qui sont chargées d'enquêter sur les commissaires-priseurs, sur les antiquaires, sur les marchands d'art, mais également sur les bijoutiers et sur les revendeurs d'or, mais ce conjointement avec la CPR, parce que de temps en temps, il y a des compétences qui sont croisées. On a aussi les professions qui sont autorégulées. Les avocats, ce sont les conseils de l'ordre de chaque barreau qui mènent les contrôles, les sanctions. Pour les notaires, c'est pareil. Voilà, donc on a une réglementation, mais qui fait l'objet de multiples applications en fonction de chaque exigence sectorielle. Vous parliez de sanctions, Solène. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Enfin, moi, je pensais à la Danske Bank. Excusez, mon danois n'est pas terrible. Et puis, plus récemment, alors moi, je l'utilise en cours, c'est l'histoire de BMW Finance qui avait été sanctionnée par la CPR. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça ou quel type de sanctions on a qui pourrait donner des exemples à nos... Ah oui. On peut tout à fait donner des exemples. Alors, il faut voir que la réglementation de lutte anti-blanchiment, en cas de non-respect des obligations de vigilance, elle permet aux commissions de sanctions d'infliger des sanctions pécuniaires jusqu'à 5 millions d'euros, hein, que vous soyez agent immobilier, entrepreneur individuel au fin fond de la Creuse ou que vous soyez la Danske Bank, vous encourez le même niveau de sanctions pécuniaires. Alors, il peut y avoir des multiplicateurs qui vont encore plus faire monter pour les plus gros établissements. Ce sont des sanctions de nature réputationnelle, avec depuis 2020 le principe d'une décision de sanction qui soit nominative. Donc c'est pour ça qu'on a on les connaît, les entreprises qui sont sanctionnées, puisque c'est donc nominatif, donc avec un dommage réputationnel. Et puis surtout, on a des sanctions d'interdiction d'exercice professionnel qui peuvent du coup amener les commissions de sanctions à empêcher l'opérateur économique de travailler pour une durée. L'autre, donc on a parlé de la CPR, on a parlé de la DGCCRF. Il faut savoir que pour les secteurs qui ne sont pas régulés, par exemple les agents immobiliers, les sociétés de domiciliation, le contrôle est réalisé par la DGCCRF, mais une fois que le contrôle est terminé, ils sont renvoyés dans une commission nationale des sanctions. Il y en a une sur tout le territoire français qui est à Bercy. Et cette commission, cette CNS, elle a une très grosse activité en matière de sanctions. Elle fonctionne depuis 2014. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est la commission la plus active, là où la CPR, en fonction de ses priorités, elle peut avoir entre, on va dire, peut-être 2 et 6 décisions de sanctions par an sur la lutte anti-blanchiment. Quand vous allez regarder l'activité de la CNS, Commission nationale des sanctions, on est sur une grosse centaine de décisions de sanctions par an. Donc, on a une multiplicité d'acteurs, ce qui pose aussi d'ailleurs la question d'une lecture harmonisée. Pourquoi pas ne penser à réfléchir à peut-être une autorité qui pourrait venir consolider toutes ces approches. On le fait au niveau européen, Nathalie l'a rappelé en introduction, avec la création de l'AMLA, il y avait un vrai besoin d'harmonisation. Et ben c'est aussi, je pense, une réflexion qu'on pourrait aussi mener à l'échelon national, mais peut-être que là, je m'emballe sur d'autres réflexions. Je m'en arrête là. Alors, je voudrais compléter justement parce que Emmanuel, vous avez cité Danske Bank. Danske Bank, pour le coup, ce sont des sanctions financières internationales là qui rentrent en jeu. Et effectivement, le lien, on l'a cité, hein, le lien avec la LCBFT, c'est souvent associé puisqu'il y a des décisions de gel des avoirs pour certains d'entre eux.
Mais c'est pour ça aussi qu'on met les Nations Unies qui prennent au plus haut lieu des résolutions en matière de sanctions financières ou économiques internationales. Et pour le coup, cette partie-là, elle est en direct pour les non-assujettis. Donc ceux qui n'appliquent pas la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont quand même obligés d'appliquer les sanctions financières internationales. Et là, pour le coup, c'est pas une mince affaire, puisque c'est une obligation de résultat pour l'ensemble des personnes concernées, hein, dès lors que l'activité le requiert. Et ça, c'est très, très important à garder en tête. Les sanctions financières internationales peuvent être très, très lourdes, à la fois en montant, mais également en risque réputationnel, et ça peut concerner finalement tout un chacun. Donc ça, on le verra probablement dans la partie non assujettie pour donner des exemples à nos... Bien sûr, parce que justement, nous les auditeurs, on aime bien parler en termes de processus. Et effectivement, là, en fait, l'interaction avec l'international, elle va passer par la due diligence, puisque effectivement, lorsqu'on va travailler avec quelqu'un de l'extérieur, notamment une banque, on va devoir vérifier ce qui se passe au niveau international, au niveau aussi sanctions internationales. Je voulais juste compléter ça avec juste un point, moi, je conseille à ceux qui s'intéressent à ça d'aller sur le site de l'ACPR pour voir les condamnations. Il y en a d'autres, hein, mais moi, c'est mon expérience. Je me suis renseigné là-dessus. Et effectivement, voir un petit peu les cas qui ont été. C'est toujours intéressant, justement, pour comprendre ce qu'on va reprocher à ces entreprises. Pour terminer ce point, il y avait 2 questions dans le chat. Une sur la fréquence. À quelle fréquence recommandez-vous de faire les formations LCBFT pour les collaborateurs? Et puis, une personne qui nous disait qu'effectivement, en Luxembourg, le personnel a l'obligation d'être formé de manière régulière. Justement, qu'est-ce qu'on appelle régulière? Est-ce que c'est tous les ans? À minima, en tout cas, de ce que je peux dire sur les parties régulées, c'est tous les ans. Et à minima. Ça peut être plus fréquent, puisque lorsque vous intégrez de nouveaux collaborateurs, lorsque vous faites appel à des consultants, à des intérimaires, vous êtes également chargé vous avez la responsabilité de les former, notamment si vous les mettez sur des processus qui concernent la conformité. Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de traçabilité de la formation. Et effectivement, il ne faut pas rater l'employé, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Absolument. Il faut bien montrer qu'il a eu sa formation. On va passer au deuxième point, parce qu'on en a parlé. Évidemment, on parle de beaucoup d'informations, de définitions, mais de qui on parle, hein. Et donc, on va parler un petit peu des assujettis. On en a parlé tout à l'heure. Et effectivement, Solène, vous avez dit, il y a deux gros groupes. Il y a effectivement un groupe qui est un peu évident, parce qu'ils manipulent beaucoup d'argent. C'est leur métier, c'est pour ça que je disais que c'est un environnement qui est rodé. Et puis, on a effectivement un autre groupe dont on va parler, qui sont en fait les autres, on va dire, qui manipulent aussi de l'argent, mais ce n'est pas leur métier principal. Est-ce que Nathalie, Solène, qui veut intervenir? Peut-être je laisserai Solène, c'est juste pour dire 2 mots. Effectivement, l'objet n'est pas forcément de rentrer dans le détail des parties concernées par la LCBFT, parce que pour le coup, Solène l'a bien expliqué, et puis c'est surtout pour dire quel est l'impact sur les non-assujettis. Mais c'est vrai que pour toutes ces personnes qui sont listées dans le Code monétaire et financier pour le dispositif LCBFT, de plus en plus, le dispositif est bien présent dans le secteur financier, puisqu'il a été le premier à être sanctionné, alors que dans la partie non financière, on peut parfois constater des faiblesses, peut-être, et donc ils sont en train effectivement de renforcer probablement le dispositif. Parfois, des petites structures ne sont même pas au courant qu'elles sont visées par la loi sur ce dispositif. Donc, elles sont de plus en plus impactées, en tout cas en direct, puisqu'elles sont listées par la loi. Après, on n'a pas mis dans les 2 slides toutes les personnes concernées, hein. L'industrie de luxe, on ne l'a pas mise nécessairement, ou encore tout ce qui est bijouterie, etc. C'est à partir d'un certain montant, mais également, ils sont également concernés. Je laisse peut-être Solène compléter.
Non, mais je suis tout à fait d'accord, Nathalie. La France, elle a fait le choix d'un assujettissement extrêmement large et aujourd'hui, on est à déjà une cinquantaine de secteurs et avec l'adoption d'ailleurs du paquet européen, ça continue. D'ailleurs, la France va sûrement s'organiser pour donner, avec la loi, pour sortir du piège du narcotrafic. Il y a par exemple les concessionnaires d'automobiles de luxe qui vont, au-delà de certains seuils, 250 000 euros, qui vont devenir assujettis. Donc là, on parle de ça maintenant, mais c'est en constante évolution et c'est dans un seul sens, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un élargissement de l'assujettissement. Et je pense que ce qui est intéressant peut-être pour nos spectateurs, nos téléspectateurs, c'est d'avoir en tête que même s'ils font partie d'une organisation, d'un opérateur économique qui n'est pas assujetti, il interagit nécessairement en fait avec les professions assujetties. Et donc en ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que ça veut dire que notre partenaire professionnel, il a ce dispositif-là en son sein et il va regarder son partenaire d'une certaine manière. Si cette manière ne convient pas par des atypismes, s'il pose des questions et que les réponses ne lui conviennent pas, ne lui satisfont pas, il y aura nécessairement la réflexion sur la déclaration de soupçon transmise ou non à Tracfin. Donc, il faut garder ça. C'est un élément qui est, à mon sens, déterminant pour la plupart des opérateurs économiques qui, aujourd'hui, est capable de commercer sans avoir recours à un établissement bancaire. Vraiment, je ne sais pas qui. Donc, il faut l'avoir en tête parce que ça a des impacts. Ça peut aussi venir des fois expliquer des mails ou des demandes un peu lacunaires de la part d'un tel ou un tel. Voilà, il y a ce paradigme qui nous impacte en fait, en réalité, absolument tous. Et s'agissant des professions non financières, donc là, sur la slide, il y a les professions juridiques ou pour les avocats fiduciaires quand ils sont en charge d'une fiducie. En fait, ces professions ici, ce sont les professions qu'on appelle du chiffre et du droit, où l'on estime que quand elles sont en lien avec des sociétés, elles sont les plus à même en fait de détecter certaines opérations atypiques. Et puis vous avez, j'en ai déjà parlé, mais j'en peux envie de dire un peu le tout venant, l'immobilier, le jeu. Je vais pas parler du jeu, mais les casinos en ligne, la Française des Jeux elle-même, même si c'est un organe même si l'État est au capital de la FDJ est assujettie. Le PMU, c'est pareil. Ils ont dans l'obligation de mettre en œuvre toutes leurs obligations de vigilance. Donc, ça devient extrêmement vaste. Et ça va continuer d'ailleurs à s'élargir avec le paquet européen. Sinon, en termes financiers, c'est les gestionnaires de crédit, les gestionnaires de recouvrement de crédit qui ont eu la joie de se retrouver assujettis à la lutte anti-blanchiment. Je crois que le 31 décembre 2024 ou 2023. Bon. Donc, ça va dans un seul sens et ça grandit. Alors, on peut passer peut-être à la slide d'ailleurs, pardon. C'était oui. Juste pour suivre la transition qu'a fait Solène sur la slide qui est concernée. Le dernier, c'est la slide 9, je crois, ou 8, peut-être, pour permettre le suivi. C'est effectivement le lien. Ce qu'on a dit directement, c'est ceux qui sont listés par la loi, qui sont assujettis à mettre en place ce dispositif. Et ceux qui ne sont pas assujettis, donc ceux qui n'ont pas cette obligation de mettre en place cette loi, ils devront quand même répondre à ces obligations à travers les assujettis ou par rapport à leurs activités. Alors là, on a mis effectivement dans le premier cas, lorsqu'ils sont en interaction avec les assujettis, on l'a cité, je peux vouloir souscrire à une assurance ou encore ouvrir un compte, je dois fournir un certain nombre d'éléments qui sont de plus en plus d'ailleurs consistants. C'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, pour ceux qui connaissent la réglementation et donc les banques ont cette obligation-là
mais également les assureurs, etc. Donc, c'est la partie identification qui a été développée par Solène. Ça, c'est quelque chose de, on va dire, d'obligatoire. Donc, si je refuse, moi, non assujetti, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben, tout simplement, je peux avoir un refus d'ouvrir un compte ou un refus de souscrire une assurance. Donc, c'est immédiat, l'effet. Le deuxième point, c'est quand j'interagis avec, enfin, je voudrais vendre des produits, je suis une société import-export, je souhaite vendre des produits dans des pays sous sanctions, eh bien, je ne peux pas en réalité, puisque je peux être attrapé par la patrouille, par différents, j'ai envie de dire, différents canaux. D'abord parce que je peux vouloir vendre des produits sensibles, et là, j'ai une réglementation à l'exportation, c'est l'export control dont on parle, ce sont des réglementations étatiques ou internationales, donc je ne peux pas passer outre. Ou encore, je peux être attrapé par des sanctions américaines secondaires qui s'appliquent à tout le monde et qui sont extraterritoriales. C'est comme ça qu'on a vu que le produit du pétrole, certaines sociétés européennes se sont retirées de l'Iran parce qu'elles ne pouvaient pas continuer à commercer et à faire du commerce sur ces produits-là parce qu'ils étaient sous sanctions américaines. Donc, on peut voir que même si on n'est pas directement assujetti, on a un direct effet, j'ai envie de dire, un direct impact sur cette réglementation. Alors, on a mis d'autres exemples peut-être dans la slide d'après. Oui. On a un peu décortiqué le sujet pour notre audience. D'abord pour dire, dans un premier temps, effectivement, toute la partie accès aux services financiers dans la globalité de ces services financiers, je peux avoir un impact. Alors moi, j'ai parlé d'ouverture de compte, mais il n'y a pas qu'une ouverture de compte. Je peux être une société souhaitant avoir un prêt, mais je travaille avec des pays qui ne sont pas des pays sous sanctions, mais qui eux-mêmes contractent avec des pays sous sanctions. Je vends des produits à la Turquie, laquelle vend à l'Iran. Eh bien, si je souhaite développer mon activité et avoir un prêt, demande de prêt auprès d'une banque pour développer cette activité, eh bien, je ne pourrai pas, probablement que la banque va refuser parce qu'il y a un impact et un risque de non-conformité, puisque cet argent peut atterrir finalement dans un pays qui est lui-même sous sanction. Donc vraiment, le client de nos clients peuvent également nous amener à enfreindre finalement cette réglementation, ce qui fait qu'effectivement, je peux être impacté. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et donc, l'obligation finalement de transparence, elle est nécessaire. On a cette obligation-là dès lors qu'on veut rentrer dans un marché à l'international. Je suis obligé d'être transparent, je suis obligé de répondre à tout ce qu'on me demande comme information. Je suis obligé, si je veux souscrire, si je veux faire, disons, soumettre une offre, enfin dans un appel d'offres, si une société souhaite soumissionner, eh bien, elle est obligée aussi de montrer un peu patte blanche, entre guillemets, pour dire, ben, j'ai un dispositif en fait de sanctions, je ne travaille pas avec les pays qui sont sous sanctions, et donc dire qu'elle est plutôt clean et il n'y a pas de sujet de risque de non-conformité à faire courir à ses partenaires. Partenaires qui peuvent ne pas être des assujettis. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans la slide d'après. Tout ce qui est profession non assujettie, une société commerciale qui contracte avec une autre société commerciale, dès lors qu'elle se retrouve dans un secteur à l'international ou dans un secteur sensible, elles vont devoir toutes les deux suivre un régime, j'ai envie de dire, qui soit transparent et qui obéisse, qui respecte cette réglementation sur les sanctions financières internationales. Donc, c'est très important de garder en tête que bien qu'on ne soit pas assujetti, on a indirectement un effet ou directement, parce que je suis obligé quand même de respecter la partie sanctions financières internationales qui est la partie également gel des avoirs indirects. Hein. Oui, d'où l'intérêt et l'importance de toutes les opérations de due diligence pour effectivement aller vérifier les condamnations, les interdictions quand on va travailler avec les partenaires. Et c'est vrai que Solène disait sur l'obligation de vigilance, moi je suis un restaurateur, elle a pris cet exemple-là, restaurateur, je n'ai pas d'obligation de vigilance
puisque je ne suis pas assujetti à la réglementation LCBFT, donc je n'ai pas à m'inquiéter de l'origine des fonds ou à poser la question. Si j'ai un investisseur qui souhaite investir dans mon restaurant pour développer mon activité, d'ailleurs, je serais très content. Et donc, je suis tellement en difficulté que je ne regarde pas forcément et j'investis pas plus que ça. Eh bien, cet investisseur pourrait avoir son argent, acquis son argent grâce à des trafics de drogue. Et donc, moi qui suis au départ sans lien du tout avec cette histoire, je me retrouve finalement dans un schéma où je peux être mis en cause pour un recel de blanchiment. Et là, pour le coup, je ne peux plus dire « Ah ben non, je ne suis pas assujetti, je n'ai pas eu à… Je ne dois pas regarder l'origine des fonds. » En l'occurrence, j'aurais dû exercer, c'est ce que dit la Cour de cassation dans un arrêt, un devoir de probité. Donc, là, pour le coup, ça s'applique à tout un chacun. Il faut que je sois à minima vigilant, regarder si j'ai quelque chose de suspect, en tout cas le divulguer. Il ne faut pas qu'il y ait une négligence volontaire en quelque sorte, en fait. Et puis, tout à fait d'accord. Et puis, il y a aussi, de manière très prosaïque, l'article 40 sur le signalement au procureur, qui s'applique à tout le monde. Quand nous avons connaissance d'une infraction pénale, c'est bien, on a l'obligation d'en informer le procureur. Et puis, on a quand même aussi cet article L561-1 du Code monétaire et financier qui précise que pour les non-assujettis, ils ont l'obligation de porter à l'information du procureur des faits qui, pour les assujettis, les amèneraient à transmettre une déclaration de soupçon. Donc, ils n'ont pas l'obligation de matérialiser et de formaliser un dispositif de vigilance, mais l'objectif reste le même. Donc, les assujettis, les non-assujettis sont quelque part, il n'y a aucun doute sur le fait que les assujettis doivent être vigilants et s'organiser pour l'être, même si le niveau d'exigence réglementaire et le niveau de contrôle et de sanction est bien évidemment différent de celui des assujettis. Et justement, comment est-ce qu'on peut savoir si on est assujetti ou non assujetti? Alors, je reprends l'exemple dont on a parlé en préparant. J'ai lu une enquête de la DGCCRF, j'invite tout le monde à la regarder, en 2023 sur le luxe. Et en fait, dans cette enquête, il disait que les gens de la DGCCRF sont allés voir des acteurs du luxe dans tous les domaines. Et effectivement, il y en a qui n'étaient pas au courant et qui ont été sanctionnés. Où est-ce qu'on peut se renseigner? Alors, parce que justement, peut-être certaines personnes dans notre public se disent, tiens, moi, est-ce que alors, je suis peut-être dans un groupe, et dans mon groupe, il y a une filiale dont on ne s'intéresse pas trop, mais peut-être que on ne s'est jamais posé la question, parce qu'après je vous poserai une petite colle, enfin un petit exercice pratique, mais on ne s'est jamais posé la question. Est-ce qu'il y a un endroit où il pourrait avoir cette information, de se dire tiens, je suis bien assujetti? C'est l'article L561-2 du Code monétaire et financier qui recense toutes les professions. Donc, c'est la première lecture à avoir. Finalement, ce que vous mentionnez, Emmanuel, ça pose aussi la question de qui a accès à l'information juridique, du rôle des corps intermédiaires, des associations professionnelles, et en fonction de ça, sur des plus petits acteurs, effectivement, alors peut-être pas le luxe, mais sur des plus petits acteurs, il peut y avoir un enjeu si l'entreprise individuelle n'est membre d'aucun syndicat, aucune association professionnelle, et je le vois par exemple sur les agents immobiliers, ce ne sont pas des juristes, ce sont des personnes techniques qui sont formées au commercial, à la vente, au diagnostic, à la rigueur de la pathologie des bâtiments et compagnie. Il y a un vrai enjeu d'accessibilité, d'intelligibilité et de moyens financiers pour y aller. En tout cas, juridiquement, première étape, il faut aller lire l'article L561-2. Parfait.
Je crois que je l'ai lu, donc, mais c'est remis à jour. Non, parce que tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait pas une épidémie, mais vous disiez que ça s'étendait assez rapidement. N'achetez pas de code papier. Voilà. Donc, effectivement, sur les écrans. Voilà, exactement. Il y a une petite question. Comment vérifier l'origine des fonds pour les non assujettis? Alors, je pense que c'est un grand débat. Et on reparlera un petit peu des méthodes la prochaine fois, mais comment justement vous pourriez donner une petite idée? Alors, on va pas forcément tout divulguer, effectivement, par rapport à la méthodologie et dont on pourra en parler la prochaine fois, mais à minima, quand on pose la question et qu'on formalise, qu'on a la preuve qu'on a posé la question et on a obtenu une réponse. Si je pose la question à mon investisseur, j'avais pris un exemple sur l'investisseur qui vient me proposer de m'aider dans mon développement de mon restaurant. Il faudrait que j'ai prouvé que j'ai posé la question, est-ce que, je ne sais pas, cet argent que tu veux investir, est-ce qu'il vient de ton activité? Quelle est ton activité? Donc, pour essayer de comprendre si cette source est légale ou pas, ça paraît simple, naïf, mais il faut avoir quand même posé la question et obtenu une réponse pour dire, écoutez, j'étais pas au courant, d'ailleurs, j'ai posé la question. Après, il y a des méthodes beaucoup plus développées, bien évidemment. Bien sûr. Et, on en reparlera, puisqu'effectivement, comme je vous ai expliqué dans la préparation, moi, j'ai travaillé sur un modèle, justement, qui essayait d'exploiter les transactions comptables, justement pour identifier si on n'avait pas des soupçons de blanchiment. Donc, avec l'intelligence artificielle, le data analytics, on a quand même aujourd'hui des façons un peu plus méthodiques qui pourraient nous aider à identifier. Alors, j'avais deux questions. Une petite question qu'on a un peu débattu déjà ensemble, mais ça fait aussi partie des fantasmes. Les ongleries, les barbershops, on a parlé tout à l'heure des restaurants, effectivement, avant c'était les restaurants. Est-ce que, justement, donc vous avez dit tout à l'heure, les restaurants, en fait, ils sont pas, à partir de quel moment on pourrait soupçonner que ce soit des choses enfin, justement, en termes de méthode, quand on voit 3 ongleries dans la même rue, j'ai rien contre les ongleries, mais effectivement, c'est juste la statistique. On va peut-être se dire, tiens, il y a beaucoup d'investisseurs. Est-ce que c'est ça? La clé, c'est l'investissement, l'investisseur? Alors, la clé, c'est alors, il faut savoir que le Code monétaire et financier identifie par lui-même certains secteurs qu'il considère à risque, et il en va de même pour les autorités de supervision. Les ongleries, et donc il y a certains secteurs qui, quand une entité assujettie travaille avec un professionnel de ce secteur, il est obligé de mettre en œuvre une vigilance renforcée. Et en fait, ça, on le voit pour toutes les entreprises du secteur du BTP, le secteur de la téléphonie mobile, le secteur de la restauration, de l'hôtellerie. Les ongleries ne font pas encore partie de cette liste de secteurs, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une sensibilisation à avoir une vigilance plus importante. Pourquoi? C'est l'espèce. Oui. À partir du moment où on est sur des secteurs qui drainent beaucoup d'espèces, va se poser la question du travail dissimulé. Et va se poser la question, bien évidemment, de l'injonction de capitaux sales. Donc, l'enjeu sur ces secteurs-là, c'est principalement l'enjeu des espèces et l'URSSAF qui n'arrive pas à recouvrer ses charges sociales dans certaines sociétés, du BTP notamment. D'accord. Alors, on va passer à j'ai une question qui est très sérieuse parce qu'effectivement, il y a un mot technique que je ne connais pas. Pour une entreprise non assujettie, y a-t-il des précautions particulières à prendre dans le cadre d'une opération de financement, en l'occurrence un Schuldschein? Est-ce que je ne vois pas?
Est-ce que vous pouvez répéter la question? Déjà, je n'ai pas compris le début. Pardon. Pardon. Pour une entreprise non assujettie, y a-t-il des précautions particulières à prendre dans le cadre d'une opération de financement, en l'occurrence un Schuldschein? Alors, je ne connais pas cette typologie de financement. Si on peut avoir un développement sur cette typologie de financement, mais d'une manière générale, j'ai envie de dire, quel que soit le financement, la due diligence, en tout cas, elle est requise dès lors que cette entreprise a un développement international, notamment, à avoir, mais pas que, mais surtout si elle a un développement international, si elle interagit avec des assujettis également, et si elle a du financement qui provient de structures ou de personnes qu'elle ne connaît pas très bien en réalité. Donc, même si elle n'est pas dans l'histoire connaissance du client, je suis obligé de l'identifier, d'avoir un certain nombre d'informations, etc., elle a un minimum d'informations, de sensibilisation et d'identification à collecter de ses investisseurs, parce que ça impacte directement son activité. Donc, je ne connais pas ce typologie de financement, mais parfois, nous avons des financements qui proviennent de structures pas très bien identifiées. Donc là, pour le coup, moi, je recommanderais plutôt d'être très prudent. Merci. Alors, j'avais une question à vous poser, un cas pratique qui m'est venu en vous écoutant. Est-ce que vous avez vu ces articles sur Starbucks où on disait que Starbucks était une banque? Parce qu'en fait, chez Starbucks, on avait une carte, on pouvait mettre de l'argent dessus. Et du coup, je me dis, mais donc, c'est des gens qui manipulent de l'argent. Je crois qu'ils avaient 2 milliards en caisse. Est-ce que, du coup, on peut considérer qu'ils devraient être assujettis, Starbucks? Non, j'ai pas vu. Désolé, on n'a pas préparé, mais. Je suis pas client de Starbucks déjà. C'était pour. J'ai pas vu passer ces articles, mais se pose donc la question de la qualité de Starbucks à pouvoir encaisser des fonds et à pouvoir. Est-ce que du coup se pose la question de savoir sur où est stocké cet argent, sur quel compte, quel est le prestataire de services de paiement, et donc effectivement, en fonction de ces réponses, on pourrait arriver à la conclusion que Starbucks est assujetti pour cette activité-là à la LCBFT. Là, on arrive sur la réglementation classique du droit des services de paiement développé par l'ACPR. C'était en France ? C'est en France, c'est dans le monde. Hein. C'est dans le monde. C'est une collecte de dons, peut-être? Non, vous mettez de l'argent, vous avez une carte Starbucks et vous mettez de l'argent dessus. Et comme ça, vous payez avec votre carte. Donc, avec probablement des seuils, en deçà des seuils autorisés, probablement. Parce qu'une carte non anonyme, parce que les cartes anonymes ne sont pas... sont interdites en principe. Hein. Donc, alors, on va pas faire le procès de Starbucks, mais c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant. Mais bon, je regarderai. Je ne connaissais pas le schéma. Enfin, je ne connais pas. Hein. On pourra les inviter au prochain webinaire. Exactement, on va poser la question. Absolument. Mais justement, je voulais avancer là-dessus et expliquer au public que justement, il faut justement décortiquer son activité pour identifier les risques pour les non assujettis. Comme j'ai dit, peut-être dans les groupes, vous avez une filiale dont on ne connaît pas trop l'activité, mais en fait, on va s'apercevoir qu'elle est assujettie et on l'avait oublié. Et puis, effectivement, dans son processus, on a peut-être quelque chose tout d'un coup qui pourrait s'assimiler à une activité d'assujettissement parce que dans le processus, on va faire quelque chose un petit peu comme j'ai expliqué sur Starbucks. Emmanuel, est-ce que je peux rajouter un élément? Oui, bien sûr, oui. Parce que je crois qu'elle est vraiment fondamentale, cette slide. Elle s'appelle quand même « Responsabilité des non-assujettis ».
et je voudrais porter à la connaissance du public une décision de la Cour de cassation qui d'ailleurs a été rendue le même jour de l'adoption du paquet européen. Donc c'est pour dire symboliquement l'importance qui est attachée donc 19 juin 2024. Et dans cette décision, la Cour de cassation a validé la sanction pénale, on est au pénal cette fois-ci, d'une banque, donc d'un établissement assujetti, alors la Cour d'appel avait utilisé le non-respect de la vigilance pour caractériser l'infraction de blanchiment. La Cour de cassation a dit stop. La seule violation, le seul non-respect des obligations de vigilance n'entraîne pas infraction pénale, donc on est rassuré, mais elle valide quand même la condamnation de la banque pour infraction de blanchiment parce que la banque a mis à disposition un compte bancaire et a exécuté des ordres de virement pour lesquels il y avait eu des alertes en interne et qui d'ailleurs avaient donné lieu à une déclaration de soupçon mais trop tardive. Donc attention, parce que finalement, quelle est la raison d'être d'une banque si ce n'est de mettre à disposition un compte. Enfin, on est vraiment sur des une offre de service basique, mise à disposition d'un compte, exécution d'ordre de virement. Donc attention, on constate, enfin je constate, moi quand je regarde la jurisprudence, une corrélation de plus en plus fine entre vigilance d'un côté et répressif de l'autre. Et je porte également à la connaissance du public un article rédigé par une professeure de droit qui s'appelle Julie Alix, qui s'appelle « Regard ingénu d'une pénaliste sur la lutte anti-blanchiment » et qui développe toute cette notion de vigilance et de répression et qui donc concerne absolument tout le monde. Et du coup, pour prendre le contre-exemple, justement, ça c'est un bon exemple par rapport à la banque, du coup, c'est le détenteur du compte, admettons personne physique, qui détient ce compte, sera également condamné parce qu'il a laissé utiliser son compte par un tiers et donc pour négligence grave. Là aussi, il peut être condamné. Et ça, c'est important à dire. Ça veut dire que lui, non assujetti, a laissé son compte être utilisé par une tierce personne et il pourrait être effectivement mis en cause également. Alors, justement, on parle de processus vous dites, vérification. On a une question. Si les fonds transitent par un établissement financier, ne pourrait-on pas considérer que ce contrôle LCBFT a déjà été fait en amont? Alors, comment est-ce qu'on peut faire confiance, en fait? Enfin, est-ce qu'il faut faire des doubles contrôles? Parce qu'on est habitué en audit. Hein, mais... Vous pouvez pas dire que c'est double contrôle, puisque chaque entité est autonome et chaque entité est responsable devant la loi. Moi, société lambda, je ne vais pas dire je ne fais pas le contrôle des sanctions puisque mon argent va passer par la banque et la banque va faire ce contrôle. Eh bien non, parce que moi, je peux être redevable puisque je suis une entité indépendante. Je n'ai rien à voir avec la banque. Je suis une personne morale autonome. Donc ça ne décharge en rien. On ne peut pas dire ça, en fait. Enfin, je laisse Solène compléter, mais ça, c'est pas possible. Même dans un groupe, c'est pas possible, en fait. Il faut justifier. Et à minima, d'ailleurs, la Commission nationale des sanctions le répète vraiment à longueur de décision, l'intervention d'un autre professionnel assujetti à la LCBFT dans l'opération n'exonère en rien l'autre professionnel de ses propres obligations. Donc, si même entre professionnels assujettis, ça fonctionne comme ça, qui d'ailleurs participent à une même opération, je pense qu'il faut le fait, comme le suggère Nathalie, de raisonner par responsabilité, c'est pour moi le bon critère en fait de raisonnement. C'est si cette opération s'avère être ouvrir un champ de responsabilité pénale, comment vous vous défendez, comment vous répondez à la question de savoir est-ce que vous avez été vigilant, est-ce que vous vous êtes laissé abuser ou non. Et ça pose des vraies grandes questions juridiquement parlant. Les choses ne sont pas fichées. Il n'y a pas de savoir si c'est bien ou pas bien. C'est vraiment une réflexion purement opérationnelle.
Parfait. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je vais jongler avec. Enfin, je vais pas jongler. J'ai deux questions, mais justement, j'avais une petite question tout à l'heure qui m'est venue et je vais l'intégrer dans celle-là. La limitation des transactions en espèces est un levier de la politique LCBFT, comme on a dit. Est-ce que les seuils sont harmonisés dans la zone euro? Et moi, je poserai l'autre question, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des assujettis. Vous avez dit que la France est très large. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des différences entre les assujettis en Europe, puisque vous avez dit que il y avait des trucs spécifiques à la France. Et là, justement, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des seuils, justement, qui sont différents? Alors moi, je répondrais je ferai une réponse de Normande, parce que je Très suis bien. normande. Je dirais oui et non. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paquet européen, il avait cet objectif-là, hein. C'est un règlement qui donc est d'effet direct et ne nécessite pas de transposition. Donc oui, par le passé, les transpositions ont été à géométrie variable par les États membres, ce qui, oui, a induit des différences de périmètre d'assujettissement. Aujourd'hui, s'agissant des seuils, le paquet européen donc, est venu sanctuariser certains seuils, mais par exemple, sur l'utilisation des espèces, nos voisins allemands, ils ont le recours facile aux espèces. Ça fait partie de leurs us et leurs coutumes. Donc là, on va avoir un abaissement par le paquet européen qui est prévu à 15 000 €, mais nous, en France, on restera tenu par nos dispositions plus strictes qui limitent le paiement en espèces à 1 000 €. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a encore les deux. Oui, il y a une harmonisation. Est-ce que cette harmonisation est absolue? Non. Parfait. Oui. Je dirais juste pour la minute culturelle que le Schuldschein, et je vous remercie, les infos, est un instrument de financement de droit allemand bilatéral entre un émetteur et des investisseurs. Voilà, si vous avez la réponse en commentaire, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un Schuldschein. Merci. Alors, la deuxième question, et on en a parlé ce matin, et quelles sont les mesures et moyens mis en œuvre pour maîtriser le risque avec les crypto-actifs? Alors, les cryptos aujourd'hui sont de plus en plus, enfin, ils le seront réglementés dans le futur, mais en tout cas, on a commencé par les réglementer. Les PSAN, en l'occurrence en France, le sont pour partie par l'AMF. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les caractéristiques de la crypto-monnaie permet plus facilement peut-être l'usage de l'argent un peu illicite. Parce que bien que vous utilisiez des blockchains, les transactions sur les blockchains sont transparentes et traçables, les personnes qui les utilisent ne sont pas identifiables parce qu'elles n'utilisent pas, elles ne sont pas identifiées en fonction de leur adresse crypto. Donc c'est vrai que les caractéristiques permettent plus facilement l'usage peut-être de l'argent illicite, et puis surtout parce que c'est sans banque, hein. Je n'ai pas besoin de banque, il n'y a pas d'intermédiaire centralisé quand j'utilise la crypto. Il y a beaucoup de caractéristiques qui font que j'utilise plus facilement la crypto parce que c'est voilà, je n'ai pas forcément la traçabilité, l'anonymat est renforcé pour certains, mais aujourd'hui, en tout cas en France, c'est la réglementation la plus avancée en matière de réglementation des cryptos. En tout cas, les prestataires de services sur actifs numériques sont régulés en France et ça va continuer dans le futur, ça c'est sûr. Ouais. On pourra en reparler donc dans l'épisode 2, on est comme dans Star Wars, on a des épisodes 2. On parlera de... Alors, est-ce que Nathalie et Solène, vous pouvez un peu nous donner un aperçu de ce qu'on verra la prochaine fois? Alors, pour la prochaine fois, je pense qu'on va s'accorder avec Solène sur cette approche. On va plutôt parler du dispositif à mettre en place pour les non-assujettis. On ne parlera plus d'assujettis, on parlera uniquement sur les non-assujettis et on parlera uniquement du dispositif à minima, bien sûr à adapter suivant les activités de chacun, mais le dispositif à minima à mettre en place. Donc c'est vraiment très ciblé expert. C'est pour ça qu'on a mis épisode 2, c'est expert.
Parfait. Alors, je rappelle qu'on est il y a 2 associations. Donc, moi, je suis le représentant de l'IFACI. Et donc, je vous rappelle, donc, vous verrez donc, les liens sur les calendriers de nos événements, des webinars. Vous avez, quand vous êtes adhérent, vous avez accès à un système avec des webinars, des réunions mensuelles. Donc, je vous laisse découvrir les activités de l'IFACI. Nathalie, je vous laisse parler du Cercle de la Compliance. Alors, moi, j'inviterai tout le monde à aller voir le site du Cercle de la Compliance. Le prochain événement que nous avons, c'est un événement annuel qu'on attend tous quand on est membre du Cercle. C'est la retraite et qui a lieu le 3 juillet. Donc, c'est vraiment une association qui existe depuis 2011. Et moi, je suis la vice-présidente. Je suis très contente d'être dans cette association et très, très, très fière d'ailleurs. Donc, je vous invite à aller voir les prochains événements du Cercle de la Compliance. Parfait. Solène, un mot sur l'Observatoire de la lutte anti-blanchiment. C'est une association qui a pour but de rassembler les professions assujetties à la réglementation de lutte anti-blanchiment pour développer une réflexion transsectorielle, puisque on est parti du constat que malheureusement, chaque secteur avait un petit peu tendance à rester dans son précaré et que pourtant on travaille tous en fait ensemble, on intervient tous ensemble sur les mêmes opérations, on est assujetti à la même réglementation et c'est pour ça l'ADN de OLAB, c'est la réflexion transsectorielle qui donc a pour but de compléter les réflexions qui ont lieu dans chaque secteur. Et pour nous, 2025, c'est celui où on travaille à l'élargissement européen de cette impulsion transsectorielle. Merci. Le mot de la fin, ça serait une question, la réponse à une question qu'on m'a dit moi j'ai parlé de supprimer les espèces pour réduire le risque de lutte contre le blanchiment. Est-ce que vous croyez que c'est efficace? Je me demande s'il y a des gens qui ne s'inquiètent pas en se disant mais si on supprime les espèces, il n'y aura plus de lutte contre le blanchiment. Donc, en fait, non. De travail. On a parlé de la crypto-monnaie, hein, ce ne sont pas des espèces. Donc, bien que vous alliez supprimer les espèces, je pense que le blanchiment passera par d'autres voies. Il a commencé déjà. Il y en a toujours quelque chose. En tout cas, merci beaucoup. Solène, Nathalie, merci de tout le travail qu'on a fait ensemble et pour votre bonne humeur. Et je souhaite une très bonne journée à tout le monde et luttez bien contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et à bientôt avec l'IFACI et le Cercle de la Compliance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.